Bonjour à tous. Partie 4 de la synthèse des mentions honorables, les films que j'ai perdus. Donc je ne vais pas faire plus long dans l'introduction et on va commencer directement avec les films que je vais énumérer dans cette rubrique mentions honorables. Et je pense qu'on est sur la fin bientôt. On arrive sur la fin des mentions honorables. Après, je pourrai reprendre le cours normal des choses et réécrire les textes pour les nouvelles vidéos dans le format classique et habituel. Le prochain film est The Answerman. Et il m'a été proposé, en tout cas j'étais à l'époque sur un blog qui a disparu depuis je crois, sur le blog d'Alice Cara Medium, qui maintenant je crois ne fait plus de médiumnité, qui est coach quelque chose, et elle parlait de ce film parce qu'en fait, elle en tant que thérapeute, et en tant que personne qui était censée avoir toutes les solutions aux questions qu'on posait, elle avait aimé ce film. Et j'ai bien aimé aussi ce film qui parle en fait d'un homme qui écrit des romans à succès du type New Age, comme ceux qui ont écrit La prophétie des Andes ou voilà, des livres qui sont des best-sellers, où je pense j'ai pas de nom précis en tête, mais pourquoi pas Laura Marie, pourquoi pas, comment s'appelle-t-elle, la jeune femme blonde, Lilou Massé, enfin voilà, mais quelqu'un de plus important encore, quelqu'un qui est une célébrité dans ce domaine-là. Tout le monde pense que c'est un sage, tout le monde pense que c'est quelqu'un de très bon, de très positif, et en fait, c'est un écrivain. Oui, il écrit des livres sur le New Age, oui, il peut parler de Dieu, mais il n'a aucune connexion avec Dieu. Et suite à un incident, il va se bloquer le dos en voulant déplacer ses livres, parce qu'il n'aime tellement pas ce qu'il est, évidemment, il a un pseudo, hein. Il aime tellement pas ce qu'il est que ses livres, il veut les donner, il veut s'en débarrasser, il en a plein chez lui, mais il n'en veut plus, il ne se supporte pas en fait. En voulant déplacer ses livres, il va se bloquer le dos. Et du coup, il va devoir aller à un rendez-vous de kiné en rampant. Enfin, c'est même pas un rendez-vous, il va aller chez une kiné ostéo en rampant. Il va arriver comme ça à quatre pas. Donc, déjà, moi, j'ai trouvé le film plutôt drôle. Il y a pas mal de situations cocasses quand on s'intéresse au monde du New Age. Et puis, sur place, il y a une jeune femme bienveillante qui va l'accueillir. Et de là, ce personnage qui a toujours été aigri, qui n'a pas d'amis, sa meilleure amie n'est pas une amie, c'est une impresario, celle qui promeut ses livres, va devoir apprendre à écouter les autres. Alors, de façon compliquée dans un premier temps, par des espèces de contrats, c'est-à-dire qu'il y a un jeune paumé, ancien alcoolique, ancien toxicomane, qui va apprendre qui il est, et donc ils vont passer un marché, il va dire, ok, tu veux avoir des questions en réponse, tu veux savoir pourquoi Dieu, pourquoi ta vie elle est comme ça, ce que tu fais, c'est que tu viens, tu me poses une question et je te donne 10 livres. Et comme ça, tous les jours, ce gamin un peu désœuvré, ce grand adolescent attardé, va venir poser une question à ce qu'il pense être un mentor, qui va lui répondre n'importe quoi, ce qui lui passe par la tête. Il va lui donner les 10 livres et le mec va repartir chez lui. Et comme ça, progressivement, il va apprendre à découvrir, il va observer la mère avec ses enfants. Dans ce film, il y a pas mal de faux semblants, c'est-à-dire que la mère, elle est toujours en train de parler de méditation, de repas vegan, de repas sans gluten, alors qu'en cachette, elle fume, alors qu'en fait, elle est toujours speed, qu'elle est énervée, qu'elle est... Il y a beaucoup de faux semblants parce que lui, il joue un rôle qu'il n'est pas, il n'est pas du tout celui que les gens pensent être, et les autres non plus en fait. Tous ont un espèce de masque, mais je pense que dans la société, dans la vie, on avance tous avec des masques et qu'on pourrait être bien surpris par des gens qu'on adule. Moi, il n'y a personne que j'adule, c'est peut-être une forme de prétention, mais souvent quand j'entends parler d'un tel, ouais, lui il est génial, il est vraiment... Ouais, mais méfiance. C'est un acteur, ou c'est un mec qui est sur YouTube, ou voilà, tu le connais pas personnellement. Après, si tu me dis que tu le connais personnellement à la vie de tous les jours, tu peux attester qu'il l'est ou pas. Moi, je me méfie énormément de ça. Des gens qui vont faire gloriole, qui vont. Je vois tellement de commentaires, ne serait-ce que les youtubeurs, qui font des stars de personnes qui ont envie de dire à un moment, tu sais, je suis comme toi, hein. Il y a un moment où tu vas prendre la vérité sur moi et peut-être que tu vas être vraiment dérangé dans ce qui va t'être appris. Ce sont des gens comme tout le monde. Et finalement, ce personnage, ce pseudo, je ne sais plus quel pseudo il est aussi l'autre, celui qui ne se cache pas derrière un nom. Et donc j'ai bien aimé ce film The Other Man. J'ai vu que les critiques à l'époque, quand j'avais fait sur Allociné, étaient très négatives. Eh bien, moi, j'ai envie de le rehausser ce film. Et je mets la note de 7 sur 10, voire un 8 sur 10, parce que j'ai souri, parce que ça m'a fait marrer, parce que m'intéresser au mouvement New Age,
enfin au mouvement, à ce courant spirituel, euh, voilà, tous ces gens, tous les courants qu'on essaie du paranormal et autres, et où souvent c'est ça, il y a l'étiquette de oui, alors je fais 1h40 de méditation par jour, puis en fait la personne, elle en fait pas du tout, ou elle va parler de sujets qu'elle connaît pas, on va très bien entendre par rapport à ce qu'elle peut exprimer. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'apparence, beaucoup d'apparat, et ce film, à mon sens, dépeint bien cet univers-là et décrit tous les travers des gens qui œuvrent dans le milieu spirituel. Et c'est pas pour rien qu'Alice Carral mettait en avant. Certainement que ça voulait dire aussi, je me reconnais un peu dans ce truc, et des fois je suis comme vous, je sais pas quoi faire. Des fois je suis complètement paumé avec mes histoires de cœur, des fois c'est avec ma famille, des fois vous me posez des questions, des fois Dieu je l'entrevois, j'imagine qu'il existe, des fois j'en doute complètement, enfin voilà. Je pense que tous ces gens, quand ils sont un peu honnêtes avec eux-mêmes, quand ils reviennent à leur part d'humanité, avoueraient qu'ils sont comme vous, à peu près aussi paumés, même s'ils vous vendent des livres très chers et des produits, et qui disent communiquer avec les guides, avec les channelings et autres. Enfin, voilà. Je pense que ce film décrit un petit peu tous ces univers-là, et c'est pourquoi moi j'ai bien aimé, même si je le répète, il a eu très très mauvaise presse. Le film c'est The Other Man, la bande-annonce en dessous. Si toutefois j'en trouve une, hein, c'est pas un film très très connu. Et je remercie donc Alice Cara pour me l'avoir fait connaître. Et c'était un échange de bons procédés, puisque je lui ai dit, bah, merci, je lui ai écrit sur son blog en fait. C'est plus compliqué que ça. À l'époque, j'avais vu sur son blog, j'avais bien aimé, j'avais vu le film, et puis après, je me suis mis à faire des critiques de ciné, mais le truc n'était plus sur le blog. Donc j'ai écrit à Discara, qui m'a répondu, il m'a dit peut-être que c'est tel film. J'ai été le voir, je me suis dit, ah oui, ouais, c'est ça, c'est ce film-là. Merci d'avoir pris le temps de me répondre, merci de m'avoir donné le nom du film. Et donc, si tu veux, bah, moi je fais des critiques ciné de mon côté, je te propose 10 ou 15 films que tu pourrais aimer dans le truc spirituel. Voilà, j'ai plein de films dont il faut que je parle encore, que je classe en spirituel, bien-être. Et elle m'a remercié, c'était un échange de bons procédés. Et peut-être qu'elle a découvert des films suite à notre échange cordial par email. C'est tout pour ce film. Ça a été un petit peu trop long d'ailleurs. Le prochain film, Evergarde. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une jeune femme jouée par Kristen Stewart, donc l'ex-héroïne de Twilight, qui s'engage dans l'armée, qui est très idéaliste, et qui va se retrouver dans un camp de prisonniers très difficile, un camp de terroristes, enfin, ou de présumés terroristes. Et on apprendra plus tard que ce camp, en fait, c'est Guantanamo. Là-bas, son rôle, son unique rôle, c'est pourquoi je parlais de dévotion, qu'elle était très idéaliste, elle va l'accepter, ça va être de surveiller les prisonniers, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, toute la journée, elle, comme ses collègues, vont tourner en rond, en marchant, de façon à surveiller que je pense que le seul danger qu'il y a réellement, c'est qu'ils ne se suicident pas, donc pour empêcher qu'éventuellement, ils puissent se suicider. Ils vont tourner comme ça en rond pendant des heures et des heures, vous imaginez bien que c'est compliqué. Parfois, il y a des insultes, parce que comme c'est des terroristes radicalisés et que c'est une femme, ils vont l'insulter. Parfois, il y a des scènes de violence, lorsqu'ils peuvent de façon très brève, réussir à avoir une altercation avec les gardiens, ce qui est très compliqué, hein, parce que c'est vraiment ultra protégé. Ils ont les cellules isolées et capitonnées. Et puis, dans ce qui est ce décor que je viens de décrire, il y a quand même un petit peu une parcelle d'espoir, c'est qu'ils peuvent potentiellement lire. Donc, tous les jours, ces gardiens vont tenter de proposer de la lecture aux prisonniers qui, la plupart du temps, refusent. Et puis un jour, elle va proposer un livre et quelqu'un va accepter. Et progressivement, cette jeune femme va se rendre compte que cet homme eh bien, est quelqu'un de cultivé, qu'il aime la littérature, qui va même lui demander des livres en particulier. Dire, est-ce que vous avez tel ou tel livre? Parce que j'avais commencé à le lire, j'ai malheureusement pas pu le finir. Et va s'installer une espèce de forme d'amitié dans ce contexte très particulier où, effectivement, quand il réfléchit, il vaut mieux être ami qu'ennemi. Alors, tu ne peux pas sympathiser avec l'ennemi. Pour le coup, ce serait vraiment, au niveau de la justice, quelque chose de trop important, mais plutôt que de passer un moment agréable, c'est un petit peu comme au travail. Plutôt que de se faire la gueule, il est plus intelligent d'essayer d'être en bonne intelligence. Et même si tu n'aimes pas vraiment la personne, de faire semblant de l'aimer. Et donc, du coup, il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de point de tension. Tu vas pas au travail avec une boule au ventre. Parce que pour le coup, quand elle retrouve tous les jours cette journée, là, quand il y a le roulement et que d'autres viennent la remplacer, elle ne doit pas être très heureuse d'aller travailler. Il n'y a rien de glorifiant là-dedans, il n'y a rien d'honorable. Eh bien, cet homme, elle lui donnait un peu d'humanité, ils vont se donner tous les deux un peu d'humanité, en échangeant par quelques brefs mots.
Elle s'attarde jamais beaucoup, hein, lorsqu'elle a donné un livre et qu'ils vont parler un peu de littérature ou autre, elle va repartir. Mais malgré tout, ça va alléger la peine à tous les deux. Parce qu'on comprend bien, c'est le paradoxe du truc, c'est que effectivement, lui est en prison à vie. Je pense que les prisonniers qui sortiront jamais de là-bas. Mais qu'elle aussi. Alors, elle sera peut-être mutée à un moment ou à un autre. Si elle le demande, je ne sais pas si elle le peut. En tout cas, on peut penser qu'elle fera pas sa vie là-bas. Mais il y a une rare scène où on les voit en dehors du camp, et je ne sais même pas s'ils sont vraiment en dehors du camp. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont dans un pub, dans un café en train de boire une bière, mais je me demande si ce n'est pas un camp qui est intégré à Guantanamo. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont prisonniers eux aussi et qu'ils ne verront pas plus la lumière du jour, ou qu'ils n'iront pas plus voir un coucher de soleil avec la mer. Enfin, ils sont prisonniers également, tout en étant les gardiens de ces prisonniers-là, des prisonniers donc dangereux. Et c'est très intéressant comme film, étonnamment. Alors évidemment, il ne se passe pas grand-chose, c'est psychologique. L'acteur, bah, bon, je ne vous dirai pas le nom, mais je sais que j'ai vu dans d'autres films iraniens. Peut-être avait-il joué dans La Disparition, dans... Bref, je sais plus. Je sais que j'ai déjà vu. Donc c'est un bon acteur, surtout lui en priorité, c'est lui qu'on voit davantage, et elle. Euh, c'est vrai que c'est une espèce de huis clos, hein, quelque part. Il y a d'autres gardiens, d'autres prisonniers, mais ils seront vachement accessoires. On verra si des dénonciations de la violence, certains gardiens qui prennent plaisir à maltraiter les prisonniers et d'autres qui vont dire moi c'est pas ça, moi je vois pas comme ça la vision des choses. Mais les personnages principaux sera quand même les deux acteurs, donc le prisonnier d'origine étrangère dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, et puis Kristen Stewart. J'ai bien aimé ce film parce que j'en attendais rien comme très souvent, et c'est là que sont les meilleures surprises. Quand on attend trop d'un film, souvent on est déçu, et quand on n'attend rien et qu'on a une bonne surprise, eh bien on est agréablement surpris. Et je mettrai la note à ce film de 8 sur 10. Je le réévalue avec le temps, je mets 8 sur 10. Et j'ai le souvenir qu'il faut que vous regardiez le film jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire qu'il faut que vous regardiez le générique de fin. Et il y avait quelque chose de particulier qui fait que j'aurais réévalue ma note à 8 sur 10. Voilà pour ce film. C'était donc The Guard. Et ma note est de 8 sur 10. Le prochain film est Véronica. On bascule dans le registre du fantastique. Et il y a assez peu de films, vous verrez dans tous mes critiques de films, qui font partie du registre fantastique. J'adore le cinéma fantastique, mais j'ai un peu de mal surtout avec la nouvelle école de ce cinéma-là. J'ai du mal avec même les Warren, j'ai du mal avec les Warren, j'ai du mal avec Annabelle. Évidemment, je crois que personne n'a aimé Annabelle. J'ai du mal avec Conjuring, j'ai du mal avec Insidious. Ces films me font pas peur. Et étonnamment, parfois, il y a des films comme ça qui sortent du lot, qui pourtant ressemblent en tout point à ceux que je viens de nommer, qui sont même moins renommés, qui ont moins de, peut-être même moins aussi de budget. Mais le film Véronica, eh bien, pour une raison peut-être que je l'ignore, m'a interpellé. Il y a un fait qui est intéressant par rapport à ça, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie et de la seule, a priori, histoire paranormale espagnole qui a été validée. C'est-à-dire que les policiers en ont parlé, euh, c'est référé comme un film fantastique, c'est passé sur des phénomènes réels. Pour le reste, tout est assez classique. On a vraiment les clichés dans ce genre, des jeunes filles qui font du spiritisme dans une cave, et puis il y aura manifestation, il y aura une mini-possession, et l'esprit va suivre la jeune fille. Et de là, eh bien, on va rentrer dans l'histoire de maison hantée plus classique. Encore que maison hantée n'est pas le terme adéquat. C'est plus que la jeune fille a tiré à elle des esprits, comme dans l'exorcisme par exemple, hein, où ça se manifeste au tout début par la planchette Ouija. Et bien qu'on retrouve, comme je disais, les clichés du genre, j'ai bien aimé Véronica. Ça fait pas vraiment peur, je peux pas dire que ça fasse peur en soi, mais le scénario, vu qu'il est inspiré d'histoires vraies, est intéressant. Euh, Il y a quand même des moments de frisson, il y a plein de choses que j'ai bien aimées. Donc, je valide Véronica, étonnamment. Et je mettrai à ce film fantastique, classique, hein, plutôt classique, vraiment, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais si vous aimez le monde du paranormal, si vous aimez les films de maison hantée, bien que ce soit pas la maison qui sont hantées, mais plutôt Véronica, je pense que vous pourrez aimer. Et je mets à ce film la note de 7 sur 10. 7 sur 10. Le prochain film est un documentaire. Une fois n'est pas coutume, je parle assez peu de documentaires. Et c'est un très beau documentaire qui s'appelle Gaspard, le soldat de l'amour.
Ça raconte l'histoire d'un petit garçon, Gaspard donc, qui avait tout pour être heureux. Il était un enfant très attendu. Ses parents sont des catholiques. Ça aura une importance dans l'histoire de ce scénario et même par rapport à la suite. Donc cet enfant est attendu et puis en même temps, la mère va décrire en tout cas dans ce documentaire qu'à un moment, elle a la sensation que Gaspard ne sera pas un enfant comme les autres. Elle ne sait pas encore en quoi, mais qu'elle pense que le destin de cet enfant ne sera pas comme son petit frère et sa petite sœur. Et puis Gaspard naît. Il y a des moments comme ça un peu troublants où les parents disent on était censé être heureux, on était en train de baptiser Gaspard, et puis on avait tous envie de pleurer. On a tous ressenti quelque chose quand on a mis devant la Vierge Marie, puisque c'est une famille de pieux catholiques. On a tous ressenti une grande tristesse, on ne savait pas pourquoi, et puis après, heureusement, c'était un baptême, on a repris, on s'est remis à sourire, on s'est remis à s'amuser, mais la mère dit qu'intuitivement, elle sentait des choses. Et en fait, Gaspard, pour estimant, va se rendre compte qu'il a une maladie, et ce film parle de l'accompagnement de ses parents et de ce petit garçon vers la fin de sa vie, tout simplement. Mais c'est pas nécessairement un film triste, parce que justement, les parents ont la foi. Ils ont voulu faire un témoignage d'amour à leur petit garçon parti. D'ailleurs, quand ils parlent à leur petite sœur de Gaspard, ils en parlent comme quelqu'un de vivant. Ils essaient de... C'est des parents très forts. J'ai vraiment... Ça m'a ému la force de la mère et du père également. Le père qui est un militaire de carrière. Et d'ailleurs, à un moment, quand Gaspard est né, même peut-être, il n'était pas présent. Il était sur le terrain. Donc quelqu'un de fort, de dur, aura tendance à être plus ému que la mère elle-même. La mère qui est une espèce de combattante, qui est une espèce de loup, qui va protéger ses enfants, et qui, grâce à la foi, comprend que peut-être eh bien, Gaspard il a une destinée, qu'il est auprès du Seigneur, même si pour nous ça peut sembler compliqué d'imaginer qu'elle arrive à accepter ça. Et je pense qu'elle aussi a des moments de tristesse profonde. Hein. Elle va dire il est plus là, son petit corps n'est plus là, mais je sens que son âme n'est pas loin de nous. Et donc c'est un film hommage, c'est un film sensible, c'est vraiment un beau documentaire. Il y avait pas, je vais pas spoiler réellement. Voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va partir et puis c'est une belle histoire familiale aussi. Gaspard, le soldat de l'amour. Et pour ce documentaire très particulier, je mets la note de 8 sur 10 et même en la mémoire de Gaspard parce que c'était courageux de la part des parents d'avoir fait ce documentaire, d'avoir revu. On a quelques images de Gaspard vivant, d'avoir fait ce travail de réflexion, de pensée, de raconter son histoire comme dans un livre. Eh bien, je mettrai la note de 9 sur 10. Je ne déconseillerais pas aux personnes sensibles, enfin, pas nécessairement, c'est pas un film triste. Évidemment, vous avez compris de quoi ça traite, mais en soi, c'est pas vraiment triste. Puisque je répète, les parents ont voulu véhiculer un message de bonheur, de joie, d'optimisme, curieusement, et on ne voit pas la mère pleurer. Elle parle du passé, elle parle des moments où elle a douté, mais après, elle a retrouvé le sourire, elle a les enfants, la vie continue. Il est possible qu'un jour, ils imaginent avoir un autre enfant qui ne viendra pas du tout remplacer Gaspard, mais qui sera simplement une continuité de leur amour à eux. Mais Gaspard fera toujours partie de leur vie. Il a un espèce de petit hôtel où il est présent en permanence, et puis il pense que son âme est auprès de Dieu, et parfois aussi auprès d'eux. Donc c'est pas nécessairement un film triste, même si les gens qui sont sensibles, forcément, sont émus de cette belle et triste histoire, je veux le dire quand même, triste histoire. C'était donc Gaspard, le soldat de l'amour. Le prochain film est un film français, et ce film est La nuit a dévoré le monde. Et pour moi, c'est le renouveau du film de zombies. Déjà, film français de zombies, c'est osé. Film d'auteur sur cette thématique, c'était osé. Et puis surtout, c'est une très belle réussite. Si bien que si je devais faire un top 10 2018, ce qui est une possibilité, je mettrais ce film dans le top 10 2018. L'histoire est simple et assez sommaire. C'est un homme qui va chez son ex, on comprend qu'il va chez son ex-compagne pour reprendre ses affaires. Ils sont encore à peu près en bon terme. D'ailleurs, c'est suite à ça qu'il y aura un quiproquo, parce que, comme peut-être elle ne veut pas vraiment couper le cordon affectif, elle lui demande de patienter dans une pièce, il va aller dans une chambre, il dit bah, attends-moi là, je reviens.
On comprend que peut-être il ou elle espère qu'il y aurait quelque chose d'autre. Moi, je l'ai perçu comme ça. Il va donc attendre une pièce, il y a une fête, il arrive en plein dans une fête, il n'était pas, sans doute qu'il n'est pas prévu, il arrive, il y a plein de monde, c'est la fête, il y a de la musique partout. Et puis il va s'endormir dans cette chambre où il est censé attendre. Et quand il se réveille, il va se rendre compte que cette maison, pas simplement la pièce où il était, enfin la pièce où il était est préservée justement, mais que ce grand ensemble d'immeubles, de ce qui va devenir à la fois la maison de sa copine, puis après l'immeuble au complet, est infesté de zombies. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Ce qui va le réveiller, c'est des hurlements dans le couloir. Et il va comprendre assez vite, en regardant par exemple par l'œillère. Il ne peut pas expliquer, il n'aura aucun moyen d'expliquer, mais en tout cas, tout ce qu'il voit, c'est que les gens sont devenus des zombies. Et donc, c'est très intéressant comme film. C'est très intéressant parce que la thématique elle va être développée différemment. Souvent, les films de zombies, on a les films post-apocalyptiques et dehors, c'est l'enfer. Mais là, quelque part, dehors, il va pas avoir l'envie d'aller dehors parce qu'il va se dire que dans cet immeuble, qui est un grand immeuble, un ensemble d'immeubles, comme moi, par exemple, c'est une tour, donc il y a mon logement que je connais, et puis il y a les logements que je ne connais pas. Il va se dire que ça fait une belle forteresse quelque part, et que donc, plutôt que de sortir et de risquer, parce qu'à un moment, il va faire un test et il va voir que dehors, il y a autant de zombies que dans le logement, il va se dire, là, j'ai un logement, je suis protégé, j'ai un toit, au moins je sais de où ça n'arrivera pas, ça ne pourra pas arriver du toit, ça ne pourra pas arriver des murs, donc je peux potentiellement dormir. Si j'explore le grand immeuble ou cette grande maison qui est devenue la mienne, je peux aller chercher de la nourriture. Potentiellement, dans un des logements, je pourrais trouver une arme à feu. Et donc, comme ça, il va prospecter. Et quand il entend du bruit derrière, qu'il sait qu'il y a du zombie, eh bien, il va prendre une bombe de peinture, il va mettre une croix et il sait que là, c'est condamné. Et comme ça, il va prospecter peu à peu dans ce logement afin de faire sa nouvelle vie en n'envisageant pas d'aller dehors. Et finalement, est-ce qu'il a tort réellement? L'épidémie ne semble pas décroître. Euh, il y aura une scène comme ça, il va jouer de la batterie. Il trouve une batterie dans un logement, donc il a envie de jouer de la batterie, parce que ça lui fait du bien. Et puis en même temps, ça lui permet de faire un test. Et quelques minutes après avoir tapé sur la batterie, il se rend compte qu'il y a on va dire, peut-être pas des milliers de zombies, c'est pas vrai, mais en tout cas, au moins 500 zombies qui courent vers la maison et qui veulent absolument l'attraper. Heureusement, il est en tort, ils ne pourront pas le faire, mais donc pour un film comme ça, film d'auteur, film à petit budget, eh bien je trouve que c'est un beau renouveau de film de zombies. Ça fait pas nécessairement peur, mais les films de zombies ne font pas vraiment peur, mais en tout cas c'est bien foutu. Euh, les zombies en tant que tels vont pas être super travaillés, ça dépend. Je veux dire que par là que c'est pas les zombies les plus effrayants qu'on ait pu voir, certains oui, et d'ailleurs il y aura un parallèle assez intéressant avec certains zombies qu'on verra davantage que d'autres. Je veux pas trop dire d'éléments, mais ils seront pas tous extraordinairement bien faits, parce que je pense que le budget, comme je disais, n'était pas extraordinaire pour ce film, que c'est plutôt un espèce de projet étudiant et d'amis, donc il n'y a pas une grosse enveloppe derrière, mais il y a beaucoup de cœur et beaucoup d'envie. Et puis aussi un acteur, l'acteur principal, il n'y a que lui finalement, il n'y a que lui et des zombies, donc il faut souligner quand même la qualité de son jeu d'acteur, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est la première fois que je le voyais. En tout cas, film très intéressant que La nuit a dévoré le monde, je vous le conseille. Je suis tombé dessus par hasard, mais j'ai pas été déçu du tout. Et le lendemain, un ami me parlait d'un film, il me dit tiens, j'ai vu un film pas mal. Et il me dit c'est La nuit a dévoré le monde. Je fais bah ouais, je comprends, je l'ai vu aussi, et on a un petit peu le même avis. Pour une fois, on a un petit peu le même avis. Effectivement, c'est un très bon film. Et je lui mets la note de 9 sur 10 pour son originalité, originalité, je crois que ça se dit comme ça, pour son côté original, pour le fait que ce soit un film français, pour le fait qu'il faut encourager ce genre de démarche, parce que voilà, je trouve que c'est bien abouti. Je mets un 9 sur 10. Le prochain film est Our House. Alors je sais même pas si je pourrais vous trouver une bande-annonce. C'est un film méconnu, et c'est un ami qui m'en a parlé, qui m'a dit voilà, je viens de voir ce film, il pourrait te plaire. Souvent, il me propose des films par paquet de 10, j'ai envie de dire, et souvent, je n'aime pas. C'est des films fantastiques. Des films fantastiques en plus plutôt série B, voire série Z. Certains m'ont fait rire. Je me dis, mais c'est nul, enfin vraiment, tout est nul. Et bien là, pour le coup, j'ai pu lui dire, j'ai bien aimé ton film. C'est un petit film, un peu comme La nuit a dévoré le monde, c'est le même ami, en l'occurrence.
L'ami des voix du monde était plus ambitieux hein, que House. J'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé quelque chose que j'ai fait et dont j'ai encore quelques traces. Comme j'ai pu l'expliquer un petit peu trop, peut-être, j'ai perdu toute ma chaîne YouTube. Hein. J'avais plein de choses, plein de domaines, plein de thématiques, spiritualité, scepticisme, et puis aussi un onglet transcommunication instrumentale. J'ai fait des expériences de transcommunication instrumentale, mais j'aime pas le mot expérience, ça fait genre un petit peu chercheur, ça fait genre Géo trouve tout, ça fait genre il n'y a pas de sérieux, non. Moi, c'était sérieusement, c'était pour communiquer avec des personnes de ma famille disparues, et je me suis posé la question de savoir si c'était possible ou pas. J'ai eu des résultats, j'ai heureusement cette sauvegarde des voix que j'ai eues, ou de choses qui ressemblent à des voix. Maintenant, je dis pas que c'est la voix des défunts, je dis encore moins que c'est la voix de mes proches disparus. Pour moi, c'est pas le cas. Si jamais morts m'ont parlé, ça n'est pas des gens de ma famille. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis intéressé à ces sujets-là, que je suis intéressé au paranormal, que j'ai vécu pas mal d'expériences étant ado dans le paranormal, ce qui fait que je m'intéresse à ces films-là. Étant plus vieux, je me suis intéressé sur le tard au scepticisme, à l'esprit critique, à me dire il faut être vigilant quand même. Faut pas croire n'importe qui, faut pas croire n'importe quoi, n'importe quoi. Faut pas croire n'importe qui, faut pas croire n'importe quoi, sinon je vais croire n'importe quoi, c'est le cas de le dire. Hein. Donc il faut être vigilant, mais je reste vraiment ouvert à ces sujets-là. Et House, à mon sens, est le film qui parle le mieux de ce que peut être la transcommunication instrumentale, même s'il ne parle pas de ça réellement. Parce que si on parle de films sur la transcommunication instrumentale, la TCI, ce serait La Voix des morts. La Voix des morts, il est intéressant pendant un quart du film, et puis après, ça part un petit peu dans n'importe quoi. Le début est intéressant, ça parle vraiment de la transcommunication instrumentale, de la façon dont je l'appréhendais, un décès, et puis on se posait des questions, on rencontre quelqu'un qui dit communiquer avec les morts, on se dit pourquoi pas, on tente, mais après ça devient n'importe quoi. Eh bien, House peut-être pallie ce manque. C'est-à-dire que sans être un film incroyable, à mon sens, il parle bien de cette possibilité de communiquer avec le monde de l'invisible, puisque dans le film, c'est un ado qui, je ne sais plus pour quelle raison ou comment, va inventer une machine peu à peu, progressivement, qui va lui permettre de communiquer avec le monde des défunts. Il va se rendre compte qu'il a créé une machine qui est capable de parler avec les morts. Donc c'est formidable parce qu'il peut communiquer avec ses proches disparus. Je crois que ça commence comme ça. Il y a quelqu'un qui meurt dans sa famille et puis c'est la personne qui va tenter de le contacter. Il va mettre au point cette machine et il va se rendre compte qu'il peut communiquer avec les morts. Mais c'est là que je voulais faire le lien avec la TCI. Pour moi, dans ce monde de l'invisible, si jamais il existe, si jamais je ne me suis pas trompé, si jamais les enregistrements audio que j'ai, ça ne sont pas juste des ondes sonores qui ont traversé une webcam, parce qu'en même temps, une webcam, c'est quand même pas du matériel haut de gamme. Si c'est pas de la mauvaise interprétation, si imaginons que ce soit vrai, qu'il y ait vraiment un monde des morts qui puisse communiquer avec nous, je ne pense pas que ce monde soit qu'angélique. C'est-à-dire que moi, pour ma part, j'ai eu des messages, j'ai eu des semblants de voix, j'ai eu une voix comme ça, très négative. Pas par le message, par l'intonation. Une intonation, pour moi, terrifiante, qui restera toujours. Quand je la réécoute, ça me glace le sang. Elle me rappelle le film L'Exorciste, lorsque Reagan hurle des insanités, et bien là, c'est un petit peu pareil. Sauf qu'en plus, j'ai même pas l'impression que c'est dans ma langue. Mais une voix vraiment ultra flippante. Ça, ça m'arrive une fois. Hein. Et puis, il y a d'autres voix plus mélodieuses, plus amicales. Mais je pense que dans ce monde de l'invisible, il ne faut pas oublier le sens premier du terme, invisible. On ne sait pas à qui on parle. On ne sait pas parce qu'on ne voit pas. Alors, il y a des gens qui disent être médium et qui voient. C'est pratique parce qu'ils peuvent certifier, ils peuvent dire oui, c'est bien un tel qui parle. Moi, en l'occurrence, je ne sais pas. Et dans ce film House, le gamin qui a mis au point cette machine ne sait pas non plus. Au début, il peut parler à ses amis, il peut parler à des proches qu'il a disparus et qui il veut communiquer. Et après, ce monde, il est vaste, il est incroyablement grand à mon sens, et donc il y a un peu tout qui se mélange. Comme sur Terre, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, et il y a des gens profondément mauvais. Il y a des gens qui se sont fait péter au nom de Dieu, par exemple, qui sont quelque part dans l'au-delà. Où est-ce qu'ils sont?
si on prend des métaphores bibliques, ils sont en enfer, a priori parce qu'ils ont fait beaucoup de mal, mais ils sont quand même dans l'au-delà. Et donc, quand on communique avec ces mondes-là, que ce soit par le biais de la TCI, du spiritisme, de la spirit box, ou peu importe, on se met toujours en danger. Et ce film, à mon sens, représente bien ce danger. Je ne crois pas en la vision idyllique de ce sont vos morts qui vous parlent. Oui, aussi, également. Mais on est en contact avec un monde plus important et donc potentiellement toujours dangereux. Et pour cette raison, parce que moi, il m'a rappelé mes expériences de transcommunication instrumentale, je mets à ce film la note de 7 sur 10 qui tire presque sur le 8 sur 10. Il ne faudrait pas que je le revoie, à mon sens. Hein. C'est vraiment un film qui fait les joies en 1G. Mais je mettrais quand même la note de 8 sur 10. Et je pense que pour beaucoup qui n'auraient pas fait ce type d'expérience, vont dire que le film est nul. Il faut l'avoir vécu pour peut-être trouver le côté authentique de ce film. Et ne pas oublier qu'un jour, les défunts ont parlé à des spirites d'antan et nous ont dit arrivera le jour où on pourra communiquer avec vous. Et on a une époque, on a les spirit box, hein, où on peut effectivement communiquer en live avec les défunts, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Et dans ce film, eh bien, c'est une continuité. Moi, je pense, j'espère plutôt même, j'ai une espérance que quelqu'un va mettre au point une machine. J'ai déjà vu des spirit box un petit peu nouveau cri avec de l'écho et tout. C'est peut-être pas encore ça, mais que quelqu'un va réfléchir à créer une machine qui, c'est peut-être utopiste, nous permettra de réellement de communiquer avec les défunts sans qu'il y ait tout ce bruit de parasitage, sans qu'on trouve la fréquence idéale, qu'on trouve le moyen. Parce qu'a priori, quand même, c'est un message important, c'est que les défunts veulent nous parler. Ils veulent qu'on sache quand ils voient des gens pleurer, ils veulent nous rassurer. Évidemment, il y a ça, il y a dans les messages que j'ai eus, il peut y avoir des trucs que je peux assimiler à des bonjours, des coucous, aussi des messages plus inquiétants, alarmistes, aidez-moi. J'ai déjà cru entendre aidez-moi. J'ai déjà cru entendre euh, essayer d'entrer dans la pièce. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. J'ai essayé de comprendre par rapport à ce que j'étais en train de faire. Est-ce que c'était un défunt qui disait à un autre défunt d'essayer de rentrer dans la pièce? Enfin bref, ça pose plus de questions que ça amène de réponses. Mais peut-être qu'un jour on trouvera une machine, comme dans Uraus, qui nous permettra de communiquer avec les défunts, et encore une fois, pas sans danger. Le prochain film est Jésus l'enquête. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de l'histoire d'une rencontre. Le film commence par un couple qui déjeune au restaurant avec leur petite fille, et puis la petite fille va s'étouffer en mangeant un aliment, elle va l'avaler de travers, et donc elle va commencer à étouffer. Les parents sont apeurés, ils ne sont pas secouristes, ils ne savent pas quoi faire, et une dame intervient, une dame d'un certain âge, et elle va faire le geste qu'il faut sur la petite fille, elle va faire le geste de secourisme qu'il faut, et donc elle va sauver la petite fille. La mère est à la fois éplorée et à la fois dans le remerciement, je ne trouve pas le mot, donc elle tient absolument à remercier la dame, elle dit je ne sais pas quoi faire, vous venez de sauver ma fille, c'est incroyable, jamais je ne pourrais vous remercier assez. Et cette dame va lui dire, vous savez, aujourd'hui, normalement, je devais aller manger dans le restaurant qui est à 2 pâtés de rue d'ici, et puis finalement, au dernier moment, à mon mari, j'ai dit, on va venir manger dans ce restaurant-là. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, si moi je suis là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Et celui que vous devez remercier, eh bien, c'est Dieu. Parce que cette dame qui a sauvé sa fille est quelqu'un de très pieuse, et elle croit en Dieu. La jeune femme va être ébranlée, elle va rentrer chez elle, elle va écouter les conseils de cette dame, et elle va pour une première fois prier Dieu, ou pour une première fois reprier Dieu, parce qu'a priori, elle avait déjà rencontré Dieu dans son enfance, dans son adolescence, mais elle l'avait un peu oublié et mis de côté. Elle va prier, et cette première prière va la rassurer, va la réconforter, et elle va se sentir mieux et apaisée, et progressivement, et en revoyant cette personne, mais encore qu'elle n'avait pas besoin, toute seule, elle va faire un cheminement, elle va acheter la Bible, elle va la lire, elle va lire des psaumes qui vont la réconforter, elle va initier son autre enfant, un peu plus âgé. Le problème, c'est que son mari, eh bien, est quelqu'un de très cartésien et qu'il est journaliste.
Et lui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ce nouvel homme dans sa vie, finalement. Avant, ils étaient 2 ou 4 avec les enfants. Je ne sais plus combien ils ont d'enfants exactement. Mais pour lui, il y a un homme de trop dans la maison, et cet homme, c'est Dieu. Et comme il est journaliste, il se dit, pour que ma femme arrête je ne sais plus comment on dit, d'être bigote, comme ça, bigot au féminin, pour qu'elle arrête toutes ces bondieuseries, eh bien, je vais faire une enquête qui va lui montrer que tout est faux. Et si j'arrive à prouver que Dieu n'a pas pu être, si j'arrive à prouver le miracle de la croix, que ça n'a pas pu avoir lieu, que c'est plutôt une hallucination collective ou autre, elle ne croira plus et donc je retrouverai ma vie d'avant et l'équilibre qu'on avait par le passé. Il va donc aller rencontrer des psychiatres, il va donc aller rencontrer des gens de foi, des théologiens, il va donc aller rencontrer des médecins, et puis il va questionner sur l'existence de Dieu, d'où le nom du film, Jésus l'enquête. Et ce qui est très intéressant avec ce film, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est que dans un premier temps, donc il y a eu cette histoire, et puis il y a eu un roman, et quelqu'un a eu un jour l'envie de l'adapter au cinéma, relativement tard, hein, c'est-à-dire que c'est un film récent. Alors les reproches qui sont faits dans les commentaires, j'avais pu lire à l'époque, hein, c'est que ce film avait été commandité par une association évangéliste américaine. Moi, en soi, ça ne me pose pas de problème, parce que de toute façon, le roman était déjà là, le journaliste a témoigné de nombreuses fois par la suite, hein. C'est pas caché, c'est juste qu'on a donné un budget à ce film pour exister, parce que d'autres l'auraient pas fait. Donc j'ai bien aimé Jésus l'enquête, je trouve ça intéressant, on n'apprend pas grand-chose quand on s'est intéressé à la Bible, quand on a justement lu le Nouveau Testament, ou qu'on s'est intéressé davantage encore au mystère de la foi, sur les quelques détails qui auraient pu poser le doute. Mais j'ai apprécié ce film et je mettrai la note de 8 sur 10, parce il fait poser question, et que je trouve qu'il est plus judicieux de se dire agnostique, c'est-à-dire que vous ne savez pas. Dieu, bah, je sais pas. Dieu peut-être pas. Je peux pas me placer, je suis pas en mesure de prouver que c'est vrai, que de se dire athée. Parce que quelqu'un qui est athée, qui dit moi je crois pas, c'est de la foutaise, il reniera, il aura déjà une méconnaissance des faits, et il reniera par exemple, si on prend un cas concret, les 69 miracles de Lourdes. A priori, je crois qu'il y a 69 miracles, dont un dans ma région, d'une personne qui est encore vivante, que la science n'explique pas, que la médecine n'explique pas. Je pense vraiment, parce que quand il valide, ça prend un certain parcours, et des gens qui ne pouvaient plus se lever, qui logiquement n'auraient jamais dû se lever, où tout est mort au niveau de la moelle épinière. Des gens qui sont dans le coma, dans une espèce de coma cérébral, ils ne sont pas du tout réceptifs, et puis on les met dans l'eau de Lourdes, et subitement, ou progressivement, peut-être pas comme ça directement, ils vont se remettre à marcher, ils vont se remettre à parler, ils vont bien entendu devenir très pieux, et ils vont devenir les miraculés de Lourdes. C'est peut-être un des miracles de la foi, peut-être que c'est un placebo extraordinaire, mais vous savez, placebo, je veux bien, mais comment on fait avec des gens qui sont dans l'état végétatif? J'étais à Lourdes moi-même, et donc je sais qu'il y a des gens qui sont amenés là-bas dans un état végétatif. Eux ne sont pas présents, techniquement. Ils sont dans une espèce de coma, où ils sont les yeux fermés, ils ne sont pas réceptifs à ce qu'ils vivent. Alors comment expliquer que le placebo fonctionne sur eux? Je pense qu'il est préférable de laisser le livre ouvert avec agnostique, ça me semble plus juste de parler à quelqu'un qui peut dire je suis agnostique, je peux le comprendre, que dire je suis athée. C'est renier trop de choses. C'est pas être assez au courant de l'histoire tout simplement. Ce serait oublier ce qu'était Padre Pio, les miracles de Padre Pio. Ce serait oublier les nombreux mystiques qu'il y a pu y avoir dans notre histoire. Padre Pio, c'est pas une invention. Il a existé. Est-ce qu'il a fait les miracles qu'on prétend qu'il a fait? C'est autre chose, mais en tout cas, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de la culture générale, quelque part. Donc voilà pourquoi moi je voulais parler de ce film Jésus l'enquête, et donc je lui mets la note de 8 sur 10. Le prochain film est un film français, et c'est Ceux qui nous lient, qui nous raconte l'histoire de Jean, un homme qui a quitté sa terre natale parce qu'il se sentait oppressé, parce qu'il se sentait écrasé par le poids des traditions. Son père est un producteur de vin, il a de nombreux vignobles, il a de nombreuses terres, et il semble que dans cette famille, on ne puisse que penser par le vin, qu'on ne puisse que vivre par le vin, qu'on ne puisse devenir même que par le vin. Alors il va
s'essouffler très vite de cette vie qu'on lui promet, et il va vouloir faire le tour du monde, partir très loin, prendre son sac à dos et partir et faire le tour du monde. Et pendant 10 ans, comme ça, il va parcourir le monde jusqu'au moment où il va recevoir un courrier ou bien un courrier ou bien un coup de téléphone, je ne sais plus vraiment, d'un de ses frères qui lui dit papa est malade, il est gravement malade et il faut que tu reviennes parce que bah, malheureusement on craint le pire pour lui. Alors Jean va revenir, évidemment en revenant il va retrouver tous les problèmes, il va retrouver la maladie de son père, il va retrouver avec plaisir mais aussi quelques problématiques, son frère et sa sœur, son frère qui va lui reprocher de ne pas être présent, qui va dire mais t'étais où? On voulait te parler, on voulait te dire des choses et puis toi t'étais pas là. Sa petite sœur qui elle va être un peu plus quand même dans l'amour, qui va dire je suis heureuse de te retrouver. Et quoi qu'il en soit, il va devoir malgré tout prendre des décisions par rapport à ce futur, sur les vignes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici simplement le temps d'une reconstruction? Est-ce que je reste pour toujours, mettant de côté mes rêves? Parce que je crois qu'il était vraiment installé sur une île déserte idyllique avec sa compagne. Je crois que vraiment il a refait sa vie. Euh, mais sa sœur semble lui dire il faut que tu restes, on a besoin de toi, sans vraiment le demander, son frère aussi. Il va devoir se poser la question de qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le plus important? Ma famille, que j'ai reconstruit ailleurs, et qui m'a équilibré, qui m'a fait beaucoup de bien, ou ma vraie famille de cœur, celle dans laquelle j'ai grandi, mais qui nécessairement ne m'apportera pas vraiment le bonheur. Donc j'ai bien aimé ce film, c'est un beau film, c'est un film de Cédric Klapisch, donc, qui nous a habitués quand même à du bon cinéma, du cinéma de cœur, j'ai envie de dire. Et je mettrai à ce film la note de 7 sur 10, parce qu'il est assez commun dans ce qu'il propose. C'est, je réfléchissais à 8 ou 7. Ouais, 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 ouais. Ouais, vraiment un 7 qui va sur le 8 quand même, parce qu'il m'a marqué, parce que je répète, c'est un beau film, parce que l'histoire est belle, parce qu'on comprend à la fois les déchirures qu'il peut y avoir entre bah, ce qu'il aimerait entrevoir, et quand même il a construit une vie avec sa femme, elle qui l'attend, du coup, pendant que lui est en train de refaire des papiers, qu'il est en train de réfléchir avec ses frères et sœurs, elle l'attend avec son fils, ou même peut-être que son fils va naître pendant qu'il est encore dans sa famille. Enfin bref, ça pose plein de questions, c'est un beau film, et donc peut-être 8 sur 10, pourquoi pas. Allez, 8 sur 10. En une fois, c'est un film à voir en one shot, je ne le reverrai pas, mais je vous le conseille. Si vous aimez En plus, c'est bien filmé, c'est beau. Moi qui ai fait les vendanges, je retrouve cette ambiance. Les belles rencontres dans les vendanges, les rencontres un peu plus hasardeuses. Enfin, tout ça, c'est bien retranscrit. C'est un beau film, tout simplement. Donc 8 sur 10 pour Ce qui nous lie. J'avais oublié le nom du film. C'est quand même un petit peu la totale. 8 sur 10. Le prochain film est Route vers l'enfer ou Scénic Route. Donc Route vers l'enfer pour le titre français, Scénic Route pour le titre américain. C'est un film qui est uniquement sorti en DVD et je pense qu'il mérite largement plus de public et je tenais à vous en parler. De quoi ça parle? Ça parle de deux bons amis d'enfance qui vont partir dans le désert, je ne sais plus trop pourquoi, faire une virée. Ils vont quelque part, en tout cas, ils ont une destination. Et puis leur voiture va tomber en panne. Donc vous imaginez le contexte, votre voiture qui tombe en panne, le désert, il fait la journée quelque chose comme 50 degrés à l'ombre. La nuit, c'est le contraire, dans le désert, il fait très très froid. Et donc, progressivement, le stress aidant, certainement la fatigue, peu à peu, des tensions vont se créer. Et ces tensions vont parfois révéler des secrets, des choses inavouées, ou même voire inavouables. Et c'est un film qui ne peut se comprendre qu'entre bons potes. Finalement, dans ce film se condense tout ce qu'on ne peut pas dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses avec des amis d'enfance qu'on connaît sur l'autre, mais qu'on ne dira pas, qu'on ne veut pas dire, parce qu'on sait que ça blessera. On peut imaginer dans un tout autre contexte, donc le désert, le froid de la nuit, la chaleur de la journée, la peur de la panne, le sac à dos où il y a peut-être une canette d'eau, je suis même pas sûr, avec 2 biscuits, que tout ça, ça fasse rejaillir un petit peu toutes les tensions, et que du coup, eh bien peut-être on se dit, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à perdre. Je tenais à te dire que, déjà, premièrement, t'es un grand con, t'es un gros con. Je te l'ai jamais dit, mais t'es vraiment stupide. D'ailleurs, la preuve, par rapport à ce que tu as fait sur la carte, par exemple, eh bien, tu avais dit que
tu connaissais par cœur le plan, en fait, tu le connais pas du tout. Tu avais dit que ton GPS il fonctionnait, tu as oublié de le recharger. Et comme ça, l'un sur l'autre, ils vont s'envoyer des punchlines. Il y en a un qui correspond bien à ça, il est un peu gros, il est un peu le profil du mec, certainement toute sa vie a été un peu décrié par l'autre, l'espèce de bon pote un peu boulé, quoi. Et comme ça, ils vont s'envoyer des retours de. Donc c'est intéressant, c'est Nick Root, hein. Et progressivement, ça va monter crescendo avec la fatigue, avec le stress, avec la peur de mourir tout simplement dans le désert stupidement, comme ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent se séparer? Est-ce que tu préfères mourir près de la voiture parce que peut-être potentiellement quelqu'un va passer? Ou tu prends le risque d'aller mourir tout seul dans le désert parce que peut-être potentiellement plus tard tu vas trouver un peu d'eau? Toutes ces questions se posent et évidemment, inévitablement, ça fait monter les tensions. Et pour que ce film soit intéressant, il faut se penser dans cette scène. Et ça, c'est vraiment probable, hein. Alors, j'ai connu ce genre de truc. Tu pars avec un bon pote, un peu comme ça, fringant, t'as un sac à dos avec pas grand-chose dedans. Tu prends par le désert. Bon, j'avoue qu'il n'y a pas trop de désert dans ma région, mais pourquoi pas. Ça m'est déjà arrivé de me perdre dans des plans comme ça, c'est ça que je veux dire. Et on peut en effet constater que dans ces cas-là, eh bien, les tensions montent et que les noms d'oiseaux peuvent fleurir, qu'on peut se dire des choses qu'on ne se dirait pas habituellement, que c'est normal, hein, c'est le stress, c'est l'adrénaline, c'est un petit peu tout. Il y a un cocktail de molécules entre l'endorphine, l'adrénaline, tout ce qui est dopamine et autres, et puis du coup, on se prend la gueule sur des sujets qui, sur le moment, semblent très importants. Et là, dans le cas de ce film, ça l'est vraiment, parce qu'eux, ils risquent leur peau. Et arrive le moment de donner ma note, et je vais donner à ce film la note de 8 sur 10. 8 sur 10 pour Scénic Route ou Route vers l'enfer. Le prochain film est Tully. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une jeune femme, oui, une jeune femme d'une dame, puisqu'elle a à peu près la quarantaine. Elle vient d'avoir son troisième enfant. Elle a des problèmes avec son corps, évidemment. Enfin, c'est peut-être pas le cas de toutes les mamans ici, mais au bout de la troisième naissance, ça commence à se voir. Elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Elle est épuisée, les repas à préparer, amener l'un à la crèche, amener l'autosport, les nuits sans sommeil, les lessives, les couches, vous voyez un petit peu tout ça. Évidemment, il y a le papa, mais le papa fait ce qu'il peut, il a lui aussi un travail. Et donc, c'est apparemment une mode, ça existe réellement. Son frère va proposer quelque chose, c'est un peu un truc un peu moderne, un peu de bobo, dans les quartiers bourgeois. Il leur propose de prendre une nounou de nuit. C'est un nom spécifique en Amérique, je ne sais plus vraiment. D'ailleurs, ce serait une bonne idée, peut-être, pour décharger Marlowe, c'est le nom de la jeune femme jouée par Charlize Theron, qui est une très très bonne actrice, inutile de vous le dire. Ce serait peut-être bien pour la décharger un peu de tout ça, de prendre une nounou qui viendra la nuit. Alors la journée, voilà, vous ferez ce que vous avez à faire. Et la nuit, eh bien, ma foi, vous la confiez à cette jeune femme. Et puis, vous allez dormir tranquillement. Évidemment, au début, elle a du mal, surtout la mère, elle se dit non, c'est pas possible. Je peux pas abandonner comme ça mes enfants. Je me sentirais comme une mère ingrate, hein. Surtout par rapport au dernier-né, en fait, hein. Logiquement, c'est pour soulager le repos par rapport au dernier-né, c'est-à-dire qu'elle irait dormir pendant que la nounou s'occuperait du bébé. Elle va s'y refuser un temps, et puis elle va faire une espèce de burn-out, elle va être complètement épuisée, et elle va dire, vas-y, donne-moi le numéro de téléphone, j'en peux plus, je vais finir par me suicider. Alors, elle ne le pense pas vraiment, c'est pas ça, mais elle en peut plus, elle est au bout du rouleau. Et donc elle va appeler cette jeune femme qui va venir et qui va la supplanter avec douceur, avec beaucoup de pédagogie, et qui va prendre la place d'une espèce de maman de substitution, une seconde maman de nuit. Ce serait une maman de nuit. Et ça va apporter beaucoup à Marlowe, à Marlowe parce que ben, à la fois ça va la reposer, enfin elle aura des nuits saines, elle pourra même penser à des nuits amoureuses de nouveau avec son compagnon, et puis aussi ça lui donnait une nouvelle forme d'amitié. C'est-à-dire que ça faisait très longtemps qu'elle voyait soit que des femmes mariées, et cette jeune femme qui rentre dans sa vie, donc s'appelle Tully, donc d'où le nom du film Tully, est jeune, est célibataire, ou en tout cas, elle a pas de partenaire attitré, elle est libre, elle est jeune, elle est tout ce que Tully a rêvé, enfin tout ce que Marlowe a rêvé d'être, et donc va se créer une amitié entre ces deux femmes. Et c'est une très bonne surprise que Tully, mais comme je disais, les films avec Charlize Theron
en général, quand même, j'ai pas vu tous les films, mais j'ai vu quand même beaucoup de films très très bons avec elle. Ne croyez pas que le scénario est aussi plan-plan qu'il peut sembler l'être. C'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. C'est vraiment un très bon film. Et je mets à ce film Tully la note de 9 sur 10. 9 sur 10.